des gens qui sont extrêmement brillants autour de moi. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, je suis l'exemple type de l'échec scolaire français, contrairement à vous tous qui me regardez là. Voilà, j'ai pas tout à fait suivi le même parcours que vous. J'avais plus la tête à regarder à l'extérieur de ma classe que devant mes cahiers de maths. Donc voilà. Par contre, je suis entouré de personnes extrêmement compétentes dans différents domaines du projet, aussi bien technologique que, pardon, je vais passer à la suivante. J'ai ma souris qui me crée Ouais, qui va vite. des Voilà, problèmes. c'est Donc bon. voilà, donc j'ai un comité de direction, j'ai un comité consultatif, et là, vous voyez un peu plus le côté technique qui me suit. Donc bien sûr, avec tout le côté légal, que ce soit l'expert comptable et juridique, le côté designer, le côté société d'engineering, tout le côté H2, le marketing, la surveillance, qui me suit. Ce sont des gens qui sont extrêmement brillants dans chacun de leurs domaines. Je serai à votre disposition pour détailler un peu plus après les personnages. Notre objectif à nous, c'est d'avoir un hydravion qui fait 1000 km d'autonomie. Même si je dis tout le temps aux personnes qui me disent 1000 km, c'est peu. Je me dis qu'en règle générale, on a surtout envie d'aller aux toilettes avant de faire les 1000 km en vol. En règle générale, il n'y a pas photo là-dessus. Donc, nous sommes 4 places complets. L'heure de vol, on a fait une prévision, on sera hors coût pilote à 150 euros de l'heure de vol. Et le prix de vente de l'hydravion va tourner aux alentours de 250 000 euros. La seule chose que l'on ne dit pas au grand public, pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, on n'a pas encore la maîtrise totale du prix de revient des machines, et je ne veux pas faire comme certains de mes concurrents qui doublent ou qui augmentent d'un tiers le prix de la machine parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils se sont trompés dans leur prix de revient. Dans un second temps, on a bien entendu l'hydrogène qui est prévu, qui est même à l'heure actuelle en cours de développement, le groupe motopropulseur. Nous avons décidé de mettre le parachute sur l'hydravion, qui va être de série, tout simplement pour deux raisons. Parce qu'on est un marché avant tout qui est international et américain, entre autres, et que les Américains, ils se disent pourquoi le parachute existe et qu'on ne le met pas. Et moi, ça c'est le premier truc commercial. Le deuxième truc qui est important, c'est que ça nous permet de diminuer les coûts de la certification. Donc, c'est l'un plus l'autre qui nous apporte quelque chose d'intéressant. Donc, sur l'hydravion, on aura les ailes repliables automatiquement pour pouvoir accoster un bateau ou une barge, ou tout simplement rentrer dans un port avec les ailes repliées. Nous allons, vu que le design de l'hydravion est bipoutre, ça nous permet d'avoir une stabilité par mer plate, bien sûr, hein, on ne parle pas dans une mer formée, de pouvoir arriver à accoster et manœuvrer avec les ailes repliées et le moteur qui tourne. Donc ça, c'est une chose. Au niveau du décollage et de l'amérissage, mon objectif, c'est d'arriver, et j'ai une confirmation par Martin Fischer, le designer de la coque de l'hydravion et des foils. Pour vous donner une information, Martin Fischer, c'est la personne Ouais. qui, à l'heure actuelle, déjà a fait gagner Oracle dans la Coupe de l'Amérique avec le catamaran à foil, qui a travaillé sur Groupama pour la Coupe de l'Amérique avec Franck Camas, et qui est actuellement le co-designer de Luna Rossa pour les Italiens sur la nouvelle Coupe de l'Amérique avec les monocoques. Donc c'est un monsieur qui a un background extrêmement important.
Et donc, il sait ce que c'est d'utiliser des foils. Moi-même, j'ai beaucoup utilisé les foils à l'époque de la course au large parce qu'avec Eric Tabarly, le Paul Ricard, il était sur foil. Alors, ce n'était pas la même génération, c'était l'ancienne génération. Après, on a eu l'hydroptère. Donc, j'ai fait un vol sur l'hydroptère, donc je ne peux pas dire que j'ai beaucoup navigué dessus. Mais j'ai été au moins, j'ai posé mes fesses dessus. Et je peux vous assurer d'une chose, c'est que nos foils sur notre hydravion n'est pas fait simplement pour poser ou décoller plus court. Il est fait aussi, il nous sert d'amortisseur lorsqu'on va arriver jusqu'à 80 cm de clapot pour pouvoir justement arriver à amérir en mer et décoller en mer avec une situation qui n'est pas spécialement comment on appelle ça, De miroir. tout repos. Ceux qui savent ce que c'est de décoller ou de poser avec un miroir. Donc, ça, c'est le côté foil. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une soute qui est relativement importante parce que lorsque, par exemple, on a juste le pilote et le copilote, l'espace soute derrière nous permet d'avoir 5 bagages cabine Air France pour vous donner un peu le volume derrière l'hydravion, derrière le poste de pilotage. Et puis, nous avons autrement sur la machine, euh, on a prévu aussi des compartiments spécifiques pour tous les gens qui sont sur le Canada, Suède, Norvège. C'est-à-dire, on a un compartiment pour les armes, on a un compartiment pour la pêche et on aura un compartiment pour le bivouac. Parce que c'est quelque chose de vraiment très important pour toutes ces régions-là. Et j'ai discuté beaucoup avec de pilotes qui sont extrêmement séduits par que j'y ai pensé dès le début. La deuxième chose que l'on a qui est différent, c'est que toutes les pièces de l'hydravion sont fabriquées en Bretagne dans les, chez les, dans les sociétés qui développent les hydravions, les bateaux de course, style course du Vendée Globe, Route du Rhum et ainsi de suite. Donc, ils ont un background qui est relativement important au niveau de la qualité que l'on doit avoir par rapport à la salinité, au problème de salinité que l'on a en mer. De même, nous avons par exemple tout le circuit électrique qui est déjà prévu avec une société spécialisée dans le monde de la course au large, qui est aussi agréée pour l'aéro, qui va nous permettre justement de limiter les dégâts au maximum pour tout le problème de connexion. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, vous le voyez, vous voyez l'hydravion avec la verrière ouverte. Effectivement, l'hydravion a une option. En 10 minutes, vous passez d'une verrière fermée à une verrière ouverte, suivant les conditions météo que vous voulez avoir, que vous avez en face de vous, tout simplement. Autrement, bien sûr, on a un monocro pour sortir facilement l'hydravion on a, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je sais plus non, je pense pas avoir oublié quelque chose. Si on a le train d'atterrissage que l'on voit Les pas ailes sur cette image. rétractables. Oui, les ailes rétractables, on l'a dit. Donc, bon, voilà. Et on a une hélice qui est reverse, hein, pour votre information aussi. Hop. Au niveau marché, on sait que la planète, bien sûr, elle a 70% elle est recouverte à 70% de flotte, que par exemple en Indonésie, on est à 1600 îles. Donc, à l'heure actuelle, il y a un gros marché en attente sur le côté Asie. Je ne parle pas de la Chine, je parle de l'Asie. Ouais, Et là, nous avons carrément des marques d'intérêt très, très fortes pour dès maintenant créer une filiale sur l'Asie parce qu'on a de la demande. La France, elle a quand même une centaine d'îles qui est habitée, donc c'est pas négligeable non plus. Même si je dis que par rapport à mon projet, on va avoir, lorsque je vais vendre un hydravion en France, ça sera la cerise sur le gâteau.
Mon objectif, c'est vraiment l'international avant d'être la France. Hop. Nous avons là fait, on m'avait demandé de faire une comparaison entre les différents marques de transport. Je ne trouve pas ça spécialement, je trouve que c'est tellement différent que ce n'est pas vraiment comparable. Mais on me l'avait demandé, donc bah, je l'ai fait comme j'ai pu. Là, nous avons la comparaison avec nos concurrents. Alors, nos concurrents, on n'a pas réellement de concurrents en 4 places, à part le Lake qui date des années 63-66, qui est en aluminium. Mais autrement, par rapport au modèle LSA, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous comparent à ces machines-là, on s'aperçoit que toutes ces machines, elles sont déjà aluminium étoile pour beaucoup. Elles ne sont pas spécialement faites pour aller en mer. Sinon pas du tout. Et on nous compare à donc l'ISA Airplane avec leur Akoya. Par déontologie et respect, je ne dirais pas, je ne ferai pas de comparaison entre nos machines comme ça, quoique si on me chauffe de trop, je pense que je le ferai peut-être. Et quant au, voilà, et au Dornier, bon, on s'aperçoit que ce sont toutes ces machines qui ont 15-20 ans, qui ont des défauts différents les unes des autres. Nous, on en aura certainement des défauts, mais par l'expérience que j'ai de la mer et de mes vols en hydravion, je pense que j'ai réussi à gommer un certain nombre de défauts de mes concurrents. Parce que ce qui s'est passé, c'est que pendant mes 4000 heures de vol que j'ai fait avec mes anciens hydravions, je me suis aperçu d'une chose, c'est que j'étais parti avec un cahier de souvenirs que je voulais faire. Et du cahier de souvenirs, bah, c'est devenu un cahier de doléances parce qu'à chaque fois que je me posais à droite ou à gauche, je rencontrais bien entendu, en tant que passionné, je discutais beaucoup avec les différents pilotes. Et chacun me disait, oui, moi j'aimerais bien avoir un hydravion, mais voilà, euh, à l'heure actuelle, ben voilà, il y a des problèmes de corrosion, il y a des problèmes d'entretien, des problèmes de fiabilité, on ne peut pas aller en mer avec. Et il y a beaucoup de personnes qui me disaient, mais de toute façon, on peut faire que de lac en lac et on ne peut pas aller en mer avec. Et moi, ça m'avait choqué parce qu'effectivement, je n'avais pas remarqué avant que les hydravions, ils avaient été plutôt faits et dessinés pour aller sur des lacs que pour aller en mer. Donc voilà. Euh, Là, nous avons un petit peu au niveau vente, on a fait un petit peu on a distribué on a aussi bien le modèle surveillance que le modèle grand public, j'appelle. Alors le grand public, après, il ira soit à l'essence, soit à l'hydrogène ou à l'électrique. On verra bien ce que cela donnera. Moi, j'ai décidé de vouloir absolument être le premier à faire un hydravion qui décolle à l'hydrogène. Je croise les doigts pour y arriver. Je fais tout pour, en tout cas. Mais nous avons, à la limite, on a même une clientèle plus importante qui est intéressée par le projet pour de la surveillance. Alors, ce n'est pas en surveillance en France, parce qu'on sait très bien que tout est relativement verrouillé. Mais par contre, il y a beaucoup de pays étrangers qui nous ont déjà contactés, qui sont venus nous voir pour savoir où en était le projet parce qu'ils sont extrêmement intéressés d'avoir le Morgan en modèle de surveillance. Donc, Donc, ils pourront j'étais un peu interloqué, mais c'est ce qui s'est passé, quoi. Donc, on va avoir, je pense, un marché quasiment équivalent au niveau grand public que le modèle de surveillance. Après, donc là, c'est pour vous donner un ordre d'idée de la progression, du marge de progression que l'on va faire au niveau de la production. On va commencer à produire pour la 2024, on va sortir, l'objectif c'est de sortir 4 machines. Et puis tout doucement, 2025, on va monter en puissance tout doucement. Notre objectif, je devrais dire, c'est d'arriver à maîtriser vraiment la chaîne de production pour pas qu'il y ait de retour.
par rapport à la qualité des machines que l'on veut mettre en service. C'est pour ça que nous montons relativement calmement à nos 50 machines. Notre objectif, de toute façon, on n'a pas, à l'heure actuelle, on n'a pas envie de dépasser les 50 machines par an en production. Vu le marché que l'on vise et les contacts que nous avons, nous savons que nous avons une bonne vitesse de croisière et que l'on marchera relativement bien avec une production de 50 machines par an. Donc, dans un premier temps, on va déjà essayer de faire cela d'une façon la mieux possible pour que l'on puisse réussir à sortir, avoir une clientèle qui soit satisfaite non seulement de leur achat, mais surtout du service après-vente. Autrement, donc, à l'heure actuelle, nous avons deux pays qui nous mettent un peu la pression pour créer carrément une filiale. On a la Floride et on a le Cambodge. On a des gens extrêmement, comment dire, motivés, on va dire, ouais, c'est le terme, qui veulent, qui ont hâte de pouvoir développer le projet de cette façon-là. Le chemin d'accès Dolomieu, d'accès au cratère du Piton de la Fournaise, vient d'être réouvert. Il y a eu une éruption il y a moins de 10 jours, ils avaient fermé le truc. Ça viendrait réouvrir. Donc, allô? J'entends un truc. Ouais, merci de couper vos micros. Ouais. Des conversations. Donc, autrement, nous avons donc des gens qui veulent distribuer, qui ont déjà fait des LOI par rapport au Canada, au Pérou. Il y a différents pays du monde. Donc voilà. Donc, on disait qu'on avait le modèle pour le grand public et le modèle de surveillance. Et on a donc le prix de base que l'on s'était fixé, que l'on ne veut pas divulguer pour l'instant au grand public, pour une seule et bonne raison, c'est qu'on veut vraiment maîtriser les coûts et on ne veut pas se faire piéger comme nos concurrents. Là, pour les gens qui sont dans les finances, voilà l'équilibre au niveau du BE. Donc, nous, l'équilibre de la société arrivera en 2026, en sachant que les premières ventes, on va les produire dernier trimestre 2024. C'est à peu près cela. Donc, je vous laisse un petit peu regarder. De toute façon, si des personnes sont intéressées pour investir après, nous nous rendons disponibles et le document, on fera un NDA entre nous et puis les personnes pourront récupérer le document et bien sûr, on sera disponible pour répondre à toutes leurs questions. Nous avons voilà le programme donc au niveau du planning, de quelle façon cela on compte avec les différentes levées de fonds. Là, nous avons le montant des différentes levées que l'on a prévu de faire. Donc, à l'heure actuelle, la levée de fonds de 300 000 € en amorçage que nous faisons, c'est tout simplement pour nous permettre de développer une maquette volante et navigante à 40% de la taille de la machine. Voilà. C'est l'objectif d'ici au mois d'août que la maquette vole avec toute l'électronique qui va bien à bord pour pouvoir récupérer des données. J'étais pas parti au départ pour faire une maquette volante parce que nous avons investi énormément d'argent déjà en CFD avec une société qui est basée à Manicourt. Là, c'est la société d'Alexis Lapouille. On a beaucoup travaillé ensemble et ça nous a permis de voir qu'on n'a pas une machine qui va voler comme un fer à repasser. Donc, on va quand même faire cette maquette volante pour donner aux investisseurs, aux prochains investisseurs,
une preuve que notre machine, c'est bien du concret et qu'on n'est pas uniquement sur un projet qui est informatisé, quoi. On va leur montrer autre chose. Hop, ben là c'était en français et en anglais. Oh, pardon, je me refais piéger. Là, je vous présente, c'est le consortium que l'on a réussi à mettre en place, mon équipe et moi-même, avec donc différents prestataires pour développer ce groupe motopropulseur dont je vous ai vaguement parlé au tout début. Nous avons donc pour tout le moteur, pour la motorisation électrique, nous sommes avec Solution F et Monsieur Éric Chantriot, qui est basé dans la Drôme, qui est assez connu par les gens d'Airbus Hélicoptère en règle générale. Ce sont eux aussi qui ont décroché la motorisation du ballon stratosphérique Thales, si je ne me trompe pas. Donc eux, Solution F, est vraiment, leur objectif, c'est de me faire un moteur électrique qui va bien par rapport à la puissance de l'hydravion. Nous avons Adevanta qui, eux, sont entre le moteur électrique et la pile à combustible. Ce sont toutes les briques technologiques qui sont entre les deux. C'est Adevanta et Jean-Luc Musso qui vont faire cela. Nous avons H3 Dynamics avec Bertrand Cotier qui, lui, va développer la pile à combustible qui va nous permettre de voler un peu plus haut que 1500 mètres d'altitude. Et autrement, le bord d'essai du groupe motopropulseur va se passer à Belfort. Nous avons un contrat signé avec le F-SLAB de Daniel Issel. Daniel Issel qui vient de remporter d'ailleurs cette année la médaille du CNRS concernant tout le développement qu'il a fait par rapport à l'hydrogène. Donc voilà notre petite équipe au niveau du groupe motopropulseur. Le groupe motopropulseur va se développer pas dans le budget de Calamalo Aviation propre par rapport à l'hydravion, mais en parallèle. C'est deux choses parallèles. Par contre, vous avez vu que à partir de 2021, je vais chercher, on va faire une autre levée de fonds de un peu plus de 4 millions d'euros. Cette levée de fonds va nous permettre de finaliser le développement de l'hydravion, de fabriquer le proto 0 qui va servir aux tests structuraux de la machine pour l'autorité, et puis le proto 01 qui, lui, va servir aux essais en vol. Le proto 02, lui, va servir tout simplement à recevoir ultérieurement le groupe motopropulseur hydrogène et dont on va faire donc ce démonstrateur, parce que ce ne sera pas une machine qui va être destinée à être vendue au public. Mon objectif, c'est de montrer un petit peu à tout le monde qu'on est capable de faire et de faire voler un hydravion avec de l'hydrogène. Mais ça sera avant tout un démonstrateur, parce qu'on sait très bien que d'ici à 5 ans, il y aura une telle évolution au niveau technologique que ce que l'on aura pensé et développé avant, ça sera, je pense, obsolète, ou en partie obsolète au niveau du groupe motopropulseur. Donc, je ne vais pas faire certifier un groupe motopropulseur hydrogène pour l'instant. On va plutôt travailler sur le sujet de démonstrateur. Nous avons donc déjà défini nos différents prestataires de services dans tous les secteurs qui soient pour justement, dès que l'on aura la levée de fonds qui sera effectuée, pouvoir en 2 ans et demi, 3 ans maximum, faire voler le prototype. À l'heure actuelle, nous sommes suffisamment avancés technologiquement parlant pour dire qu'une fois la levée de fonds des 4 millions, 4 millions et demi d'euros de fait, 2 ans et demi après, on aura entre 2 ans et demi et 3 ans, 2 ans et demi et 3 ans après, donc on aura le prototype qui volera. Et la certification sera lancée, bien entendu. Là, je vais passer relativement vite dessus parce qu'on n'a pas de NDA entre nous. Mais les différentes lettres de marque d'intérêt, toutes les LOI qui ont été signées à l'heure actuelle pour justement
vous prouvez que non seulement on a travaillé sur le côté technologique au niveau développement de l'hydravion, mais en même temps, on a un côté commercial qui n'est pas négligeable non plus et qui a déjà été, qui a porté ses fruits. Voilà. Pour votre information, ouais, j'ai oublié de vous dire, on est quand même, vous parliez du véhicule du futur, nous sommes labellisés par le pôle véhicule du futur de Belfort. Voilà, messieurs, je suis à vous. Merci. Merci Loïc. Alors je regarde les questions qui ont été posées sur le chat. Ouais. Alors il y en a la première, c'est Xavier. Ah. Tu les vois aussi, Bernard, hein? Oui, oui, oui. Donc, Xavier Bardet qui avait des questions sur l'hydrogène, je pense qu'on y a déjà pas mal répondu. Les questions, J'ai Loïc, compris que c'était une c'était… pile. J'ai compris que c'était une pile à combustible, pas de H2 burn. Voilà, pour l'instant, on parle là-dessus. Oui, tout à fait. J'ai envie d'essayer de faire voler un hydravion avec de l'air et de l'eau. Voilà. L'autre question de Ouais, Jean-Yves pour l'image est l'instant, et vous sympa. n'hésitez pas à poser vos questions aussi via le chat. La question de Jean-Yves, c'est est-ce que le transport est possible sur la route? Alors, au départ, on avait prévu de faire l'hydravion en 3-4 places. En 3-4 places, cela aurait pu être possible. Maintenant, on va passer aux 4 places complets. Et de cette façon-là, pour un problème de stabilité, vu qu'il a en quelque sorte une coque de catamaran, on ne pourra pas rentrer sur le gabarit routier français, en tout cas. D'accord. Ça, c'est une chose qui est certaine. Mes amis me disent, mais Loïc, finalement, le confort intérieur de ton hydravion, c'est quoi? Ça va être le Cirrus de la mer. Et c'est vrai que l'intérieur de l'hydravion va, pour votre information, être 1 centimètre plus large que le Cirrus SR20. Voilà, pour vous donner une idée du confort intérieur de l'hydravion. Question suivante toujours de Xavier. Le type de réservoir embarqué, gaz sous pression ou liquide, cryogénique? Non, ce sera pile à combustible. Donc, Ouais, mais à l'heure Oui, mais actuelle, il faut bien embarquer l'hydrogène quand même. Oui, ouais, il y a un réservoir derrière, je suppose. l'hydrogène va être normalement donc on va prendre du liquide. Donc on va être sous bonbonne en quelque sorte. Ouais, on va être quoique à l'heure actuelle, ça serait malhonnête de vous dire qu'on a vraiment défini la chose parce que on a vraiment deux structures différentes qui nous ont fait des propositions et c'est vraiment, ouais, on se pose la question. Ce n'est pas figé en tout cas. Parce que l'hydrogène liquide suppose de le refroidir à des températures très Et très ouais, c'est basses. ça le souci que l'on a. Ouais, donc Mais a ça, priori, à l'heure actuelle, il y a des développements de réservoirs qui permettraient de le faire. Alors, j'en sais pas plus, vu que je ne suis pas ingénieur, donc là, on est en stand-by. Et de toute façon, tout le côté H2 de mon projet est géré par une personne qui s'appelle Patrice Domange. C'est vraiment lui qui fait la coordination du projet H2 parce que ben, moi, d'une part, je ne peux pas tout faire et puis surtout, je n'ai pas les compétences sur le sujet, quoi. question suivante de Lionel, avez-vous des brevets? alors, je pense que c'est surtout brevet par rapport au foil, si tu veux élaborer là-dessus, Loïc. Alors, nous avons des petits secrets de développement, ça c'est certain. Pour l'instant, nous ne les avons pas brevetés. Peut-être qu'on va même les garder pour nous-mêmes. On ne sait pas pour l'instant. J'ai préféré ne pas déposer des brevets parce que les brevets, je les aurais déposés uniquement sur le côté français.
n'aurais pas pu le faire à l'international parce qu'à l'heure actuelle, tout l'investissement, le développement du projet que j'ai réussi à faire, c'est sur fonds propres. J'ai eu le malheur de perdre mes parents et ma part d'héritage a été engloutie dans le projet. Voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à monter le projet toutes ces années, pierre par pierre, de cette façon-là. Donc là, c'est pour ça que je n'ai pas pu me permettre de faire la maquette volante de l'hydravion et tout, et que je fais ce fond d'amorçage pour pouvoir justement avoir du concret et pas uniquement de l'informatique concernant mon projet. Et, donc, pour en revenir à vous, je n'ai pas pour l'instant jugé nécessaire de déposer des brevets parce que de toute façon, déjà au niveau des foils, depuis 1947 que les foils existent et ont été testés sur les différentes, surtout avec l'armée américaine et la Navy américaine, il y a quand même il y a un bon paquet de brevets qui sont faits. Donc, effectivement, sur certains sujets, on a quelque chose de différent des autres, mais pour l'instant, il n'y a pas de brevets qui ont été déposés. D'accord. Question suivante de Christophe. Trouvera-t-on facilement des pompes à hydrogène sur les îles? Non, c'est pour ça que moi, j'ai plongé tout de suite sur l'hydrogène depuis 8 mois. Pourquoi? Parce que j'avais depuis toujours, étant de la course au large, j'ai toujours été sensible aux désalinisateurs d'eau de mer, à voir de quelle façon on pouvait avoir de la puissance électrique gratuite avec les hydrogénérateurs que l'on avait sur nos bateaux de course et tout cela. Donc moi, j'ai toujours été sensibilisé par ce sujet-là. Et d'ailleurs, dès la création de l'entreprise, le slogan de l'entreprise, c'est au fil de l'eau, au fil de l'air. Ça veut bien dire que j'avais déjà dans la tête cela. Et moi, j'avais déjà fait une sorte d'équipe de surveillance par rapport à ce qui allait se faire sur l'électrique, l'hydrogène, parce que depuis que Picard a commencé à voler avec, ça m'intriguait d'une façon importante. Et puis quand j'ai vu, il y a un an de ça, que les politiques, tout le monde se jetait sur l'hydrogène, il y avait deux choses. Soit toute l'équipe que j'avais réussi à monter pour faire de la surveillance, je regardais laisser partir les autres dans le train, et moi je les regardais passer comme un couillon. Soit je disais, je prends mon équipe, je la mets au bout du jour, enfin, c'est-à-dire je la présente au grand public, je présente le projet que j'avais l'intention de développer ultérieurement, et de cette façon-là, je saute dans le train en même temps que tout le monde. Et c'est ce que j'ai décidé de faire, après concertation, bien entendu, avec les membres de mon équipe. Et c'est de là où je me suis dit, bon, bah, les autres, ils y vont. Moi, ça fait 2 ans ou 3 ans que j'y pense. Je ne vais pas les laisser repartir sans rien faire, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai sauté dans le train en marche. Alors, question suivante de Jean-Marc qui nous a rejoint. Votre budget de développement est de quelques millions. Cela me semble raisonnable. L'avez-vous comparé aux dépenses de projets similaires? Je vais prendre la question par si tu LSA. veux, Loïc. La réponse est oui, je vais presque dire bien évidemment. On a, comme disait Loïc, regardé ce qui se passait chez, on va dire, les concurrents ou des gens qui font des choses similaires. On a réussi à glaner effectivement pas mal d'informations, notamment d'un point de vue budget, et on s'en est grandement inspiré. L'autre partie de la réponse, c'est que, comme Loïc aussi a mentionné, on a déjà les partenaires d'identifier avec qui déjà on travaille et qui nous ont donné eux aussi déjà leur ordre de grandeur. Donc on a pu recouper effectivement comme ça le budget nécessaire, d'où la planification des différentes levées de fonds. Voilà. Ok. Jean qui vous demande est-ce que le budget de masse, est-ce que vous avez un budget de masse comparé entre un groupe motopropulseur essence et hydrogène? Et si oui, combien de kilos en plus, sans doute pour l'hydrogène? Ah, c'est horrible. C'est C'est horrible. trop lourd. C'est le truc, lorsque il y a des annonces qui sont faites à droite, à gauche, et lorsque nous, avec l'équipe, on a fait le devis de poids de la machine,
C'est simple. Pour avoir 6 kg d'hydrogène à bord euh, de l'hydravion, ça va nous coûter 60 kg. C'est-à-dire on aura 2 réservoirs de 30 kg pour cela. En dehors de cela, on va avoir une pile à combustible qui va faire dans les 120-130 kg. On a le moteur électrique à penser en plus et on a une batterie tampon qu'on sera obligé d'avoir. Donc, je ne vous dis pas que le 4 places, il va arriver à 2 places et que la distance de vol, quand on va décoller de l'étang de Berre, on va arriver à se poser à Monaco, mais à atterrir à Monaco, mais je ne pense pas qu'on puisse aller bien plus loin. Donc, non, c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment un démonstrateur pour rester dans l'air du temps, pour être au même niveau que les autres. Mais je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire avant de pouvoir faire quelque chose de vraiment beaucoup plus intéressant. Sachant que la Non, je me technologie, trompe peut-être, hein, mais Tout à fait. j'espère me tromper. Mais la à technologie l'heure peut actuelle, évoluer aussi. Voilà, tout à fait. J'arrive, d'où l'approche, effectivement, comme Loïc le mentionne, de partir sur un démonstrateur pour la version hydrogène, pour pouvoir effectivement, au fur et à mesure que la technologie, on va dire, s'améliore, pouvoir intégrer les différentes briques adéquates. Et puis là, je suis en relation avec les gens qui développent l'hydrogène sur l'Occitanie. On a déjà énormément échangé ensemble, on est en contact régulier ensemble. Et ils m'ont bien dit que de toute façon, ils sont extrêmement séduits par le projet et qu'ils feront tout ce qu'il faut pour que de notre base, on puisse sans problème être ravitaillé en hydrogène pour pouvoir faire fonctionner notre démonstrateur. Mm. Bon, une question un peu dans la foulée de Régis qui demandait l'autonomie en version essence et version hydrogène. Je vous disais, au niveau hydrogène, au maximum, avec la distance de sécurité, le temps de sécurité qui va bien, on va pouvoir décoller de l'étang de Berre et se poser à Monaco. Voilà, en gros, c'est ça. Et au niveau essence, par contre, on aura 1000 km d'autonomie avec 2 personnes à bord pour voyager, quoi. Les temps de Berre, Monaco, ça fait quoi, 250 km, 300? Ouais, à peu près. Ouais, ça fait 220, je pense, si je ne me Ouais. trompe pas. En vol d'oiseau. Hein. Oui. Oui, c'est plus long par la route. Louise, une start-up qui propose une technologie de transport et de stockage H2 liquide à pression et température ambiante, qu'elle nous donne, elle nous indique un lien. Donc la société s'appelle HIS. Lab, voilà, donc peut-être on y reviendra. source d'information Merci, intéressante pour Louise. vous. Merci Louise, oui. Christian, la pile peut délivrer de la puissance presque instantanément. Non, c'est pour ça que je vous parlais de cette batterie tampon. On en a discuté avec les spécialistes. Ils me disaient bien qu'il nous fallait absolument une batterie tampon entre la pile et le moteur électrique, hein, parce que justement, c'était pas envisageable à l'heure actuelle de cette façon-là, quoi. Mhm. Donc, effectivement, nous sommes obligés de passer pour la puissance, au décollage en tout cas, on sera obligé de passer par une batterie tampon pour nous donner la puissance qu'il nous faut. Mais l'avantage que l'on a par rapport à d'autres, c'est qu'on a les foils. Et avec les foils, il y a Martin Fischer qui m'a certifié qu'en 20 mètres, l'hydravion serait sorti de l'eau. Donc, on sort de l'eau en 20 mètres et par contre, après, on prend notre puissance pour avoir notre vitesse de rotation et on aura notre vitesse de rotation sur les 400 mètres, entre 400 et 500 mètres a priori. D'accord. Question de Jean. Alors, si vous n'êtes pas satisfait de la réponse, vous pouvez lever la main, hein, ou prendre la parole. Hein. On vous débloquera le micro. Jean, 550 kilo-dollars à l'achat, je suppose que c'est des kilo-dollars ou des euros. Cela se passe comment par rapport à la Un avion d'aéroclub. Un avion aéroclub, oui, je le sais. Alors, avion d'aéroclub, c'est certainement plus cher, c'est certain. La seule chose, c'est qu'on va se retrouver dans la gamme de prix de la marque Cirrus.
la marque américaine. Le Cirrus, si vous prenez pas le SR22 mais le SR20, le Cirrus SR20 en plus aura la même motorisation que nous. Donc l'avantage que l'on a par rapport à cette marque-là, c'est que nous sommes amphibies et qu'eux ne le sont pas. Donc notre prix à l'heure actuelle, qui n'est pas définitif, et ça je le maintiens, de toute façon ça ne sera pas en dessous, ça c'est sûr. Notre prix de machine, de toute façon, c'est sûr, pour un aéroclub, ça ne va pas être évident. Mais bon, je ne sais pas s'il y a beaucoup de Cirrus qui volent en aéroclub. Je n'ai pas fait spécialement attention sur le sujet. Je pense que c'est plutôt des avions propriétaires que des avions d'aéroclub. Question suivante de Jean-Marc. Vous avez dit que vous ne vouliez pas aller trop loin sur le groupe motopropulseur hydrogène parce que la technologie allait beaucoup évoluer. Très peu a bougé en 10 ans. Qu'est-ce qui bougera dans les 5 ans à venir? Alors, je vais peut-être répondre à cette question-là, Louis, si tu veux. Ouais. Alors, deux choses, pas aller trop loin. Si l'idée, c'est de pas tout figer d'ores et déjà, donc pas lancer un modèle directement en production. C'est pour ça qu'on a pris la version démonstrateur pour incorporer les technologies au fur et à mesure des développements. Maintenant, qu'est-ce qui nous fait croire que ça va bouger? Je dirais l'engouement récent par rapport à l'hydrogène, non seulement en France, mais dans de nombreux pays, notamment l'Europe, mais pas que, qui fait qu'effectivement, il y a énormément de développement, de start-up qui se réintéressent au projet. Et donc, tout pense à croire, c'est pour ça aussi qu'on attend nous aussi un petit peu, mais tout pense à croire qu'il va y avoir pas mal de nouveautés, pas mal d'améliorations, d'innovations en très très peu de temps, vu le nombre de personnes, encore une fois, qui travaillent, réfléchissent sur le sujet actuellement. Voilà. Et pour reprendre la question de Xavier là, sur le burn, pourquoi pas brûler de l'hydrogène dans un moteur thermique? De toute façon, il y a beaucoup de solutions différentes. Je veux dire, moi, j'ai eu. C'est une question de sensibilité personnelle, c'est tout. J'ai vraiment. Je trouve que le moteur électrique peut être vraiment plus intéressant qu'un moteur à essence. Maintenant, voilà, il y avait des choix à faire à un moment donné. J'ai pris celui-là. Je ne dis pas que c'est mieux qu'un autre. Mais bon, il y a une question de sensibilité personnelle qui est aussi alors c'est vrai que pour des cartésiens, c'est pas très bon, et c'est pas une réponse excellente. Mais par rapport aux personnes avec qui je suis en contact justement de Solution F, ils ont vraiment une motorisation qui est extrêmement poussée. Ils ont je crois 55 brevets sur ce moteur électrique qui va aboutir dans l'hydravion. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement performant. Et c'est pour ça que j'ai décidé de partir avec eux sur le sujet. Parce que de toute façon, leur moteur électrique sera moins lourd aussi qu'un moteur essence en comparaison. Donc, si je peux gagner un peu de poids dans chacun des domaines, je ne vais pas m'en priver. Une question de Pierre. Quel type de motopropulseur pour la version thermique? Alors, pour la version thermique, on prend un Lyncoming 390 à la base. C'est avec le 210 chevaux. Le Lyncoming 390 qui fait 210 chevaux à la base. En sachant que nous ne nous interdisons pas, bien entendu, de faire évoluer la gamme de l'hydravion, du Morgan, avec une motorisation plus puissante ultérieurement. Question suivante de Laurent. Les ailes sont repliables. Pensez-vous y stocker quelque chose? Habituellement, on trouve le carburant avec variation de poids due au délestage. Il y a les piles à combustible et peut-être de la propulsion répartie possible et étudiée en électrique. C'est valable, je précise, pour la version hydrogène seulement. Non, mais Oui. de toute façon, on sera obligé, pour le modèle hydrogène, on sera obligé d'avoir une aile spécifique, je pense, pour le faire. Et il y a une chose qui est certaine, c'est que vu qu'on a les ailes qui sont repliables,
les ailes elles ne peuvent pas contenir d'essence dedans ou autre chose. Donc, nous, les réservoirs les réservoirs d'essence de l'hydravion sont dans l'hydravion et ne sont pas dans les ailes. Question de Lionel. Pourquoi ne pas utiliser de moteur électrique existant? Parce que il y a le moteur électrique que nous propose Solution F est vraiment a vraiment une différence technologique avec ce qui existe à l'heure actuelle et beaucoup plus performant. Question de Christophe. Avez-vous identifié des copieurs qui se lancent et qui pourraient vous doubler au dernier moment? Ok. Ça fait longtemps que j'ai la trouille de cela, c'est certain. La question ne se pose pas et c'est pour ça que j'essaye d'avancer le plus rapidement possible au niveau du développement financier de l'hydravion. Mais c'est vrai qu'on a une telle expérience métier au niveau de la mer et au niveau du monde de l'hydraviation que je pense que les personnes qui le feront, c'est sûr qu'ils vont chercher à copier ou quoi que ce soit, c'est certain, mais ils n'auront pas l'expérience que l'on a, sans vouloir se vanter. Et de cette façon-là, on va réussir à gagner. On a du temps de gagner, c'est certain, par rapport à notre passé. Et pour rebondir sur ce que dit Loïc, je pense qu'aussi, et tu peux le dire, hein, même humblement, Loïc, on a su aussi s'entourer des partenaires adéquats qui ont un temps d'avance. Ces partenaires, a priori, ils n'existent pas en double dans le monde et on a la chance de les avoir à bord avec nous chez Calamalu. Voilà. Donc je pense que ça aussi, ça fait la différence. Des copies, oui, il y en aura probablement, mais on va dire de moins bonne qualité et probablement moins sûres, etc. Sur un avion, on ne peut pas se louper et on est obligé de travailler avec les partenaires, comment dire, les partenaires sérieux et les partenaires qui sont à la pointe. Voilà. Je pense surtout, c'est qu'on a fait le choix aussi au niveau de nos sous-traitants qui sont vraiment, ce sont des personnes qui sont extrêmement compétentes dans le domaine maritime et dans le domaine, je parle de la course au large. Et on sait très bien, pour ceux qui connaissent un peu le milieu de la mer ou le milieu de la course au large, on est dans un tel niveau d'exigence de qualité pour arriver à mener nos machines aux vitesses 24 heures sur 24 pour traverser l'Atlantique ou faire un tour du monde. Et surtout, on a des bateaux, ces bateaux-là, ces bateaux de course, ce sont des bateaux qui sont extrêmement exigeants en technologie, on est sur les différents secteurs, on a vraiment une association d'expérience qui est, je ne sais pas comment je peux dire cela, mais qui est le background de ces gens-là et va nous servir d'une façon énorme pour notre hydravion. Et je les ai choisis avec donc l'équipe technique parce que justement, ils ont cette expérience-là. Moi, je pense beaucoup au côté électronique et électricité à bord parce que j'ai eu des gros soucis avec mes anciens hydravions sur le sujet. Les gens à qui on fait appel en sous-traitance, ce sont des gens qui font toute l'électricité électronique de ces bateaux de course. Et de cette façon-là, ils sont obligés, ils ont une expérience, un retour qui est énorme et qui va nous être complètement profitable afin de pouvoir réussir à avoir du matériel qui est fiable dans la durée. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. N'hésitez pas à demander. À réagir sur le chat. Une question d'Olivier. Serait-il possible de changer les foilers en train classique pour aller sur piste? De les oui, bien sûr, je suis amphibie. Les foils sont rétractables. Le foil, il est comme le train d'atterrissage. Une fois que on a décollé, on rentre les foils.
et on pose sur une piste classique. C'est un train. L'hydravion est sur un train tricycle, hein. Non, oui, je Il regarde. n'y a aucun souci là-dessus. Et en plus, on a une garde au sol qui va être aux alentours de 33 cm. Donc, on a une garde au sol qui est plus importante que la moyenne des hydravions amphibies. Donc ça veut dire que Justement, pour aller sur des pistes moins bien préparées, disons. donc, si je comprends bien, le tricycle, ça serait les 3 roues qu'on pourrait monter sous le carénage pour pouvoir aller sur piste. Non, mais c'est un train rentrant normal. Ah, donc il y aura un Il est train. intégré, hein. Oui. Non, c'est D'accord. un train rentrant normal. On a une vidéo, je ne sais pas si Je sais pas. Jean-Yves, vous pouvez le faire Oui, ou oui. Bernard. Moi, j'ai moins d'expérience que vous sur le Zoom. Il y a une Bah, tu vidéo fais partage, technique. tu fais partage et normalement, tu peux faire ta vidéo. Moi, je l'ai vu ce matin. Je peux Elle, peut-être le elle est, retrouver. je Ouais, vous ouais, laisse le faire, Jean-Yves. ouais, ouais, je l'ai vu ce matin. Elle est sur YouTube, hein. Ouais, elle était aussi en ligne sur votre site. Ouais. Mais Je te laisse attends, chercher. attends. Hop. Donc, si je comprends bien, le tricycle permet d'atterrir, c'est-à-dire qu'il est capable d'encaisser l'accélération à l'atterrissage. Ah ben, non, mais de toute façon, c'est lorsqu'on arrive sur une piste, sur un aéroport ou sur une piste en herbe ou n'importe, on se pose comme un avion classique, quoi. D'accord. Hop. J'essaie de récupérer la vidéo en parallèle, hein. Ouais, je te laisse chercher, Bernard. Oui, oui, oui. Il y a d'autres questions? On va vous montrer la vidéo. Attends, c'est la dernière. Bon, donc, il y a d'autres questions. On va meubler en attendant. Jean vous demande, je comprends bien que les fabricants de bateaux de course donnent du crédit de qualité, mais n'est-ce pas un facteur de coût qui peut mettre en danger l'équilibre financier? Je coupe mon son. Non, nous avons maîtrisé cela et nous avons, avec l'équipe d'ingénieurs qui nous entoure, déjà tout est programmé, donc on n'a pas à avoir d'inquiétude sur le sujet. Ensuite, question de Jean-Marc. Un moteur électrique de plus de 200 chevaux a probablement un réducteur intégré. Ce réducteur est le seul organe qui nécessite une révision. Quel est l'intervalle de maintenance envisagé en motorisation électrique? Vous savez, c'est ce que je disais, le projet du développement du groupe motopropulseur se fait en parallèle, hein. Donc, sur ce sujet-là, j'ai Patrice Domange, malheureusement, où il n'y a pas de personnes de Solution F qui sont à côté de nous pour pouvoir le dire. Je ne peux pas répondre à sa question, hein. Si je- Peut-être que Bernard a trouvé la vidéo. Voilà, oui. Alors, j'ai trouvé la vidéo, je suis juste en train d'essayer de la partager. Partage ton écran, hein, ça devrait le Alors, faire. c'est ce que je suis en train de faire. Faut peut-être que Ok, Loïc arrête de je fais partager. share. Ah, moi, j'ai arrêté Voilà. de partager déjà. Ok, donc c'est bon. Voilà, voilà, on Alors, la voit. Parfait. on la voit. Attendez, je vais essayer hop, de remettre tout ça au début pour expliquer. Voilà. Ouais, tu mets en plein écran? Ouais, Voilà. Et ouais, ça le fait. T'as pas pris la bonne, hein. Aïe. Mais ça explique au moins Non, parce que sur celle-ci, pour tout vous comment dire, ça marche. c'est que là, on a progressé au niveau du projet et qu'on n'a plus de haubans pour le pliage des ailes et tout. Tu as pris la mauvaise vidéo. Ah, Tu as pris l'ancienne version. Mais bon, pour le train d'atterrissage, ça ne change rien, hein. ça permet voilà, d'expliquer un peu D'accord. comment tout ça, ça marche. Donc, ce qui a changé, c'est le principe pour replier les ailes. Ouais, le repliage des ailes est différent. D'accord. Bon, ok. Et on rentre tout en mode. Ouais. Voilà. Ok. Voilà.
Alors, on revient. Alors, peut-être que maintenant, si vous voulez poser des questions à l'oral, c'est possible. J'ai encore des questions quand même dans le chat. Pierre, qu'est-ce qui fait que le Morgan sera plus résistant à l'ambiance saline et capable de se poser en mer? Quelle hauteur de vague admissible? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, la hauteur le clapot, c'est pas vraiment des vagues, c'est du clapot. Le clapot, notre objectif, c'est d'atteindre, de pouvoir passer dans 80 cm de clapot. Ça sera, de toute façon, ça sera la hauteur maximum, bien entendu, hein. Je précise cela. Qu'est-ce qui fait que l'hydravion va être plus résistant que les autres? Bah, tout simplement parce que c'est une machine qui est vraiment pensée au départ, on est parti d'une feuille blanche pour faire un hydravion qui est fait pour aller en mer. Donc, on a le matériel qui va, on a l'équipe technique qui va bien derrière. Et de cette façon-là, on aura obligatoirement une machine qui va être plus performante que les autres face au problème de salinité, ça c'est certain, parce qu'elle a été conçue pour cela. Et la hauteur de vague admissible, tu l'as dit, 80 cm, Oui, 80 cm maximum de clapot, hein, ce qui est déjà beaucoup. Hein. 80 cm de clapot, moi j'ai volé en Catalina, c'était ce que le Catalina était capable de prendre aussi. Hein. Ou Ça le correspond. Canadair, et ils sont jusqu'à 80 cm de clapot, je crois, si je n'exagère pas. Ça répond à quelle force de vent? C'est pas vraiment, ça dépend même pas de la force du vent, c'est le vent par rapport au courant. Il suffit qu'on ait du courant contre une petite brise et ça peut monter très rapidement. On peut pas on peut pas dire, on peut pas donner d'ordre spécifique. Une question de Jean-Marc, ça ressemble un peu à un République CB. Oh bah, j'espère que j'ai évolué quand même. Non, en plus, le République CB, c'est un hydravion que j'adore. Il y en a un qui existe, il est complètement en alu brossé et jaune, mais il fait vraiment partie de mes chouchous. Non, non, on est quand même, il y a une grosse évolution. Déjà, on est en bipoutre. Donc, on a la coque du dessous de l'hydravion. Elle ressemble beaucoup aux bateaux de la Coupe de l'Amérique qui sont en train de régater à l'heure actuelle. C'est-à-dire, si vous regardez le dessous des coques, cela s'en inspire. Ouais. Ah, je l'ai trouvé. J'adore. Sincèrement, j'adore. Je trouve, j'adore cet avion. En plus, à Biscarrosse, ils en ont eu un là, dernièrement, là, je pense qu'il a arrêté de voler. D'ailleurs, il est passé au musée des hydravions de Biscarrosse, mais ils en avaient un et je n'ai pas eu le privilège de refaire un tour dedans. Mais c'est vraiment une machine. Je trouve que ça fait très vintage années 60 et j'adore. Mais pas bon, approprié pour la mer et le sel. Ah, mais celui-là, pas du tout, non. C'est sûr. Donc, pour en revenir, ouais, on a vraiment un design de carène qui a été développé par Martin Fischer. Non, on n'est pas du tout comparable entre les deux. Par contre, c'est simplement une évolution naturelle que l'on a grâce à la technologie et à la recherche que l'on fait aussi bien en course au large que dans le monde de l'aviation. Hein. Il n'y a pas de l'aéronautique. Voilà, d'autres questions? Non, c'est bon, j'en vois pas d'autres. Ah, si. Merci, beau projet. Olivier. Je dois vous quitter. Joyeux Noël. Joyeux Noël, Olivier. Au revoir. Merci, Olivier. Alors, nous, par contre, notre responsable financier vous présente ses excuses. Il a un inconvénient de dernière minute, donc il ne pourra pas participer. Donc, j'essaie de prendre le relais avec Loïc. Une des raisons pour lesquelles on a fait cette conférence aussi rapidement et avant Noël, c'est-à-dire dans 2 jours, donc, mais surtout avant la fin de l'année, c'est que nous sommes en levée de fonds. Donc, on cherche à aujourd'hui une première levée de fonds entre 300 000 € et 500 000 € pour effectivement faire décoller le projet, c'est le mot qu'il faut utiliser, avant de viser effectivement la première grosse, je dirais, levée de fonds. Ça va nous permettre de nous mettre en ordre de bataille et, comme disait Loïc, de lancer toutes les opérations.
Voilà. Alors, pourquoi l'urgence? On s'est associé avec la société Ayumi qui nous aide dans cette levée de fonds. Et il se trouve qu'il y a un côté plutôt avantageux pour tous ceux qui payent des impôts sur 2020. Et on ne sait pas si ça sera reconductif sur 2021 ou pas, d'où l'urgence. En participant à la levée de fonds, et je vais expliquer un petit peu comment après, mais en participant à la levée de fonds, on a la possibilité de déduire 25% de l'investissement par rapport aux impôts. Impôt sur le revenu. Voilà. J'avais hier en tête, pardon, par rapport à l'impôt sur le revenu. Alors, comment ça se fait? Donc, on vend des actions de la société. L'action est à, Loïc, 929 et bon, on peut vous donner le montant exact. Mais l'idée, c'est 929,06. voilà, un peu moins de 2000 euros. On a essayé de faire quelque chose suffisamment, comment dire, honorable pour que ça représente effectivement quelque chose et pas trop pour que ça reste effectivement accessible à tout à chacun. D'où l'idée, aujourd'hui, on fait vraiment une levée de fonds par rapport aux gens qu'on connaît, aux gens qui veulent supporter le projet. Et donc, voilà, on s'adresse à des passionnés comme nous, des gens qui sont intéressés par participer d'une manière ou d'une autre, investir dans cette aventure. J'oublie quelque chose, Loïc? Non, Moi, tu es plus rodé. on est donc effectivement 25% de chaque action que vous allez pouvoir acheter. Donc, il y a une personne là, Gérald de Faranc. Je vais répondre après à vous. Donc, sur les 925, vous avez le droit à déduire. Donc, c'est la loi Madelin qui a été remise au goût d'un jour par M. Macron, par notre très cher président, pour aider les startups à se lancer. Donc, ça reste jusqu'au… alors, en pré-monnaie, la valeur de l'entreprise est à 5 millions d'euros. Voilà. Donc, non, post-monnaie, on est à 5. Ouais, je mélange toujours pré et post. Non, pré, la question était pré-monnaie, oui. Pré-monnaie, donc une fois que la levée de fonds sera effectuée, je vais jouer là-dessus. On est à 5 millions 23 au niveau de la valeur de l'entreprise. Donc, c'est 25%. Hein, et c'est oui, 25% déductible. Donc, 25% déductible par action achetée. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet au niveau financier? Comme je vous l'ai indiqué, Bernard et Loïc, hein, oui. on va proposer au niveau de l'Assemblée générale de notre groupement régional, Toulouse-Midi-Pyrénées, on a une trésorerie donc, qui nous permettrait éventuellement d'acquérir quelques actions. Donc, on va proposer à notre Assemblée qui se réunit le 15 janvier. Et Bernard en était le président il y a quelques années. Ouais. Voilà, donc on va proposer éventuellement de prendre une participation pour être un acteur et un partenaire de votre beau projet, quoi. Merci, Jean-Yves. Je suis vraiment très touché du geste, de l'accompagnement. Ça me fait chaud au cœur. C'est vraiment quelque chose de génial et on fera tout pour être à la hauteur de la confiance que vous nous accordez, tout simplement. Voilà, ça permettra d'avoir un suivi aussi de votre projet, de le suivre au fil du temps et de voir comment ça évolue. Vous aurez des difficultés. Bon, peut-être qu'au niveau technique, vous aurez besoin de conseils d'ingénieurs. Voilà, je pense qu'on trouvera toujours des camarades qui seraient motivés. Il y a des camarades qui m'ont déjà proposé de nous aider. Oui. Ben voilà. Même sur leur temps libre et à titre de bénévolat, simplement de faire bénéficier de leur expérience. Oui, avec grand plaisir, j'entends bien. Voilà, alors je vois qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées entre-temps. Oui, Jean-Marc, il me trompe que j'avance, ça correspond à 10% du capital, c'est exact? Saint-Louis, on est à 10% du capital pour l'instant. Non, ça va faire 6%.
Ça fait D'accord. 6% du capital. Et si on vise 300 000. Oui, c'est ça. Hein. Voilà, donc Je sais plus exactement. 300 000 sur 5 millions, oui. Ouais, c'est ça. Ouais. voilà, la levée de fonds aujourd'hui est ouverte entre 300 et au-delà. Ouais. Voilà. On a la question aussi si on a déjà des engagements. La réponse est oui. Mm. On peut donner au moins le montant. Ouais, nous sommes aux alentours de 150 000 euros à l'heure actuelle. Et nous avons une ou deux personnes qui sont preneurs pour des tickets, je sais, c'est pas concret encore, mais sur des montants de 50 000 euros. Mais mon objectif, et c'est pour ça que je suis très touché que vous ayez accepté de faire cette soirée, pour une seule et bonne raison, c'est qu'on a déjà des contacts pour la grosse levée de fonds, mais mon objectif, c'est vraiment d'arriver à conclure celle-là et à faire aboutir celle-là, histoire d'avoir une bonne image pour la suite. Loïc, on a une question sur le pacte d'actionnaires. Ça, Alors, ce c'est- qui va se passer, c'est que Yaomi, donc là, toute personne qui à l'heure actuelle met de l'argent sur le projet, l'argent est bloqué sur un compte séquestre. Et la société Yaomi, qui est contrôlée par l'AMF, hein, il n'y a rien de plus officiel, elle va créer une holding qui va représenter. euh, oui, vous pouvez sortir au moment de la grosse levée de fonds, oui, bien entendu. Comme ça, vu que vous m'aurez donné un coup d'aide pour amorcer, alors après, c'est une question d'honneur. Je veux dire, je ferai mon possible pour satisfaire la demande des personnes qui nous entourent, ça c'est certain. Mais donc, je disais que Yaomi donc, a mis, c'est tout sous séquestre, c'est géré par séquestre, l'argent qui est actuellement stocké. Et Yaomi va créer une holding qui va représenter au niveau donc des actionnaires l'ensemble des porteurs qui seront autour de vous, quoi. Et ça se passe de cette façon-là. Et bien entendu, vous pouvez sortir lors de la grosse levée de fonds. Et puis, même si quelque part, même moi, je vais être dilué, c'est une chose, mais vu que l'entreprise prend de la valeur, vous allez avoir votre action qui, quand vous allez ressortir, effectivement, elle sera moins importante, mais la valeur, elle aura été revalorisée par le montant de la valeur de l'entreprise. Donc, vous ne serez pas perdant sur le projet, en tout cas. Elle sera diluée en pourcentage, mais pas en valeur absolue. Exactement. Très bien dit, Jean-Yves. Donc voilà. D'autres remarques, d'autres questions? Sinon, on va s'arrêter là. Alors, les informations, donc le site, le lien faisait partie de l'invitation, donc il se trouve en bas de l'annonce Loïc, tu veux sur le peut-être site. remettre le contact, un email, la dernière page de la présentation, si les gens veulent noter. Donc, nous, avec Loïc, on reste forcément disponible. Donc, dans un premier temps, jusqu'au 31 décembre, comme la société Ayumi, pour ceux qui voudraient investir dès cette année et qui ont encore quelques impôts à écouler. Voilà. Sinon, on reste disponible quand vous voulez en 2021 pour répondre aux différentes questions, pour vous aiguiller, tout ce qu'il faut. On a encore une de Gérald. Hein. Quels sont les frais de la holding et y a-t-il un fee initial et un carried interest pour Ayumi? Carried interest. Alors oui, bien Voilà, sûr, sur le montant de la levée de fonds, Yaomi me coûte 7%. Voilà. Et quelle est l'autre question qui m'a demandé sur le sujet? Carried interest. Qu'est-ce que vous appelez carrière d'interest? Là, ouais, Gérard, Gérald, mettre le micro. si on peut le débloquer. Ça devient très Ouais. technique là. Non, c'est bon, il est débloqué. Gérald, tu dois pouvoir parler.
Oui, Oui, vous m'entendez là? Oui, Oui, très bien. super. Ouais. Excusez-moi. Excusez-moi. Oui, le carry interest, c'est un pourcentage, c'est un fee qui est pris éventuellement sur la plus-value à la sortie. Non, il n'y en a pas. Ok. Non, c'est pour ça. Il n'y en a pas. Bah, il me pique déjà 7%, c'est pas mal. C'est pas exagéré, hein. Le crowdfunding prend plus un carry interest à la sortie aussi. D'accord. D'accord, donc on a déjà bien trouvé. Voilà. Et les frais de la holding sont de combien de fonctionnement? Vous savez? Non, je ne sais pas. Non. Sincèrement, je ne D'accord. sais pas. Ok. Ok, merci. Non, non. Une question, oui. Je note la question. Aujourd'hui, les personnes qui vous entourent sont rémunérées ou quel est leur… Non. Moi, jusqu'à maintenant, j'ai toutes les personnes qui ont travaillé sur le projet, soit elles ont travaillé bénévolement, une partie, ceux qui ont été rémunérés, ils ont été rémunérés comme consultants jusqu'à maintenant sur mes fonds propres. À l'instant où l'on parle, il n'y a plus aucune personne qui est rémunérée par la structure pour une seule et bonne raison, c'est que mes fonds, moi, ils n'ont pas été éternels, malheureusement. Donc, c'est pour cela que je fais cette lancée d'amorçage. Et pour votre information, c'est pas parce que je fais cet amorçage-là que je vais me prendre un salaire dans la foulée. C'est pas prévu. Je prendrai un Oui. salaire que lorsque on aura la levée de fonds des 5 millions qui sera effective. En amont, je ne veux pas prendre de risques et mon objectif, c'est vraiment d'arriver à faire aboutir le projet le plus rapidement possible, financièrement parlant, afin que justement on puisse être réactif face à la concurrence. Voilà, donc je vais surenchérir effectivement ce que vient de dire Loïc en tant que bénévole. On est tout à fait effectivement dans cet esprit-là, c'est-à-dire que le but est de faire décoller le projet le plus rapidement possible. Encore une fois, comme on a dit, avec la trouille de se faire plus ou moins copier à un moment donné. Donc aujourd'hui, on est tous bénévoles, tous à fond, et puis on verra bien le jour où l'argent coulera à flot dans la société. Voilà. Toute l'équipe que j'ai, que vous avez vue au niveau du projet, que vous avez vu dans la présentation, ce sont des gens qui, alors certains ont été rétribués à un moment donné en tant que consultants, c'est ce que je vous disais, mais ça c'était le passé. Et moi, je ne vais pas me faire rembourser parce qu'on m'a posé la question chez Yaomi lors de la dernière conf call. Moi, mon objectif, c'est pas de me faire rembourser de tout ce que j'ai mis en amont. C'est mon projet, c'est mes tripes, c'est la seule chose que je veux, c'est qu'il aboutisse. Donc, moi, mon objectif, c'est pas de me faire rembourser des milliers d'euros que j'ai investis avant. Ça, pour moi, ce n'est pas concevable. D'accord. D'autres questions ou remarques? Auquel cas, s'il n'y a plus de remarques, de questions, je propose qu'on s'arrête maintenant. On souhaite un joyeux Noël. Voilà, Bon, oui. joyeux Noël à tout le monde. Un grand merci à tout le monde d'avoir répondu présent, encore une fois en si peu de temps et un peu avant les vacances de Noël. Encore une fois, s'il y en a qui ont un intérêt quelconque, une envie d'investir, n'hésitez pas à nous contacter rapidement. Et puis, d'ici là, je vous souhaite un joyeux Noël à tout le monde et de bonnes fêtes. Donc, Voilà, n'hésitez pas. Vous n'êtes pas obligé spécialement de passer par moi. Si vous avez des préférences de passer par Jean-Yves ou Bernard, il n'y a aucun souci. Tout Je à ne me fait. sentirai On pas du reste tout pareil. vexé. Il n'y a pas de problème. Très bien. Ben, bonne soirée à tous et je vais arrêter l'enregistrement. Voilà, bonne Ok, fête. bon, ben, un grand merci Et Jean-Yves aussi à toi. oui, Merci pour Merci de votre organiser tout ça. disponibilité. c'était un Merci pour plaisir. l'accueil C'était un plaisir. et pour la qualité d'écoute, en tout cas. Merci beaucoup. Voilà, bonsoir à tous et bonne Bonsoir à fête. tous. Au revoir et une bonne fête à vous. Merci.